you are very relaxed. You hear only my voice. Your eyelids are getting heavy. Your arms and legs are getting heavy. I'm going to count to 3. 1, 2, 3. Remember. Il y a quelques semaines, je suis retourné en vacances à La Réunion pour rendre visite à mon père et à ma famille. Et après 12 longues heures de vol, j'ai enfin atterri sur l'île. Et c'est à peine sorti de l'avion que j'ai ressenti quelque chose de très fort. À la première bouffée d'air, j'étais envahi de plein d'émotions. L'odeur de la mer, la température, le bruit des oiseaux, les vagues au loin, tous mes sens étaient instantanément baignés dans une terrible nostalgie. Et c'est étrange comment certains endroits, certaines périodes peuvent avoir leur propre odeur, leur propre sensation. Et comment l'odorat peut nous renvoyer si subitement dans le passé. Devant l'aéroport, j'ai retrouvé mon père qui, à part quelques cheveux blancs et quelques rides en plus, était toujours le même. On a pris la voiture, on a roulé bien 1 heure pour rejoindre ma maison d'enfance dans les montagnes de La Réunion. Et en retournant chez moi, c'est toujours un petit choc. Beaucoup de choses qui ont changé, mais tout est resté pareil. J'habite dans un endroit assez particulier à La Réunion. C'est dans un petit chemin isolé, au bord d'une grande falaise, où il y a une vingtaine de maisons. Et toutes les personnes qui habitent ici font partie de ma famille. Ce sont des oncles, des tantes ou des cousins. Ils ont tous construit leurs maisons collées les uns aux autres, sur les anciens champs agricoles de mes grands-parents. Et quelques jours après mon arrivée, on s'est rassemblés pour une petite fête créole, avec presque toute la famille. Ça ressemblait presque aux fêtes qu'on faisait quand j'étais enfant, quand il y avait encore ma grand-mère qui rassemblait tout le monde. C'était presque pareil, les gens n'ont pas trop changé, ils sont juste un peu plus vieux, un peu plus fatigués. La maison de ma grand-mère était aussi presque pareille, juste un peu plus vide depuis qu'elle est plus là. Et tout était agréable, chaleureux, mais comme teinté d'un filtre doux et amer qui faisait que tout le monde faisait que parler de l'ancien temps, en écoutant les mêmes musiques qu'il y a 20 ans. Après la fête, je repensais encore nostalgique à cette époque où on faisait des fêtes à la créole, avec toute ma famille encore unie, où tout le monde paraissait simplement heureux, dans mes souvenirs du moins. Et du coup, je suis allé chercher dans le tiroir d'une vieille armoire poussiéreuse des vieux albums photos de famille pour me replonger dans cette époque. Et quand je parcourais ces photos, j'ai revu des dimanches ensoleillés à la plage, des repas de famille, des animaux de compagnie partis depuis si longtemps. En fait, des moments heureux, figés dans le temps. Je me suis perdu un long moment dans ces vieilles photos abîmées par le temps, qui ont pour certaines un voile blanc qui est apparu, comme si c'était vraiment un vieux souvenir qui s'est passé progressivement. J'ai replongé dans une époque où mes parents étaient encore ensemble, où ma grand-mère était encore vivante, où les vacances avaient encore ce goût si particulier de liberté. Et en fouillant un peu plus dans le tiroir, j'ai fini par tomber sur un petit trésor. J'ai découvert, caché sous les albums photos, une vingtaine de petites cassettes vidéo datant de 1998 à 2009. À ce moment-là, je pensais plus qu'à l'idée de revoir ces vidéos, ces souvenirs qui, pour certains, n'ont pas été joués depuis plus de 20 ans. Après quelques recherches plus profondes dans les tréfonds de ma maison, j'ai même fini par mettre la main sur une des vieilles caméras Sony qu'on utilisait à l'époque. Et quand j'ai pris cette caméra et que je l'ai branchée,
Je m'attendais pas à grand chose, mais c'était quand même un peu fébrilement que j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. Et là, étonnamment, la caméra s'est allumée, sans aucun souci. Elle a fait ce bruit si caractéristique qui m'a rappelé tant de souvenirs. Et quand le petit écran du caméscope s'est illuminé pour la première fois depuis plus de 20 ans, affichant la date du 1er janvier 2004, j'ai eu de plus en plus d'espoir de pouvoir me replonger dans cette époque idéalisée. J'ai tout de suite pris une cassette pour essayer de la mettre dans la caméra, mais ça marchait pas, l'écran restait toujours bleu en affichant la date. Alors j'ai essayé plusieurs cassettes, et il y a un moment où le caméscope s'est mis à faire beaucoup de bruit. La cassette a tourné un moment avant de s'arrêter d'un coup. Et là, soudainement, quelque chose est apparu sur l'écran. Pendant quelques secondes, j'ai vu un moment arraché du passé qui a surgi. C'était quelques secondes d'une fête de famille à l'ancienne, avant de se couper net et de me laisser de nouveau dans un silence pesant. C'était assez étrange comme sensation. C'était comme si une réminiscence du passé était apparue avant de m'échapper, un peu comme le souvenir d'un rêve qui s'évapore au petit matin. Ce jour-là, j'ai longtemps essayé de refaire fonctionner la caméra, mais c'était peine perdue. Le dispositif pour faire tourner les cassettes était complètement cassé. Et j'étais extrêmement frustré d'avoir touché du bout du doigt cet univers oublié. J'avais l'impression que tous ces moments précieux du passé étaient en train de disparaître de nos mémoires, mais aussi de ces bandes magnétiques si fragiles. Et je pouvais pas accepter de perdre encore ces moments-là. Je les avais oubliés déjà une fois, mais c'était comme si maintenant, c'était encore plus grave de les laisser disparaître définitivement, alors que je pourrais les retrouver. Donc sans attendre une minute de plus, j'ai passé un coup de téléphone, et dans la foulée, je suis allé déposer les cassettes chez quelqu'un qui a un appareil pour les numériser. Toute la nuit et la journée du lendemain, je pouvais pas m'empêcher de me demander ce qu'il y avait sur ces cassettes. J'avais tellement hâte de retrouver tous ces moments oubliés qui allaient m'être rendus. Et certaines cassettes avaient des inscriptions sur elles, donc je savais un peu à quoi m'attendre. Mais la plupart ne donnaient aucun indice sur leur contenu. Et le lendemain soir, alors que je rêvassais encore en pensant au trésor caché sur les bandes magnétiques des cassettes, je reçois un SMS. C'est la personne qui s'occupe de la numérisation et elle a une mauvaise nouvelle. La plupart des cassettes sont déjà inutilisables. La bande est trop abîmée, voire complètement cassée. Mais il a aussi une bonne nouvelle, qui arrive comme un soulagement. Il a réussi à sauver 10 cassettes parmi les 20 que je lui avais confiées. Et donc même si c'était déjà un peu tard le soir, c'est avec une certaine impatience que je suis allé directement récupérer les cassettes, et surtout la clé USB contenant maintenant les vidéos numérisées. Sur le chemin du retour, cette clé me semblait si précieuse que j'ai rarement conduit aussi prudemment. Quand je suis arrivé chez moi, il était assez tard, il faisait déjà nuit, et j'étais seul dans la maison. Et c'est dans un silence presque religieux que je branche la clé USB sur mon ordinateur. C'est avec beaucoup d'appréhension que j'ai ouvert le dossier et que j'ai cliqué sur le premier fichier. Et je m'attendais clairement pas à vivre un truc si intense. Voilà, sans aucune altération, les toutes premières images que j'ai vues. Pourquoi pas? Tu peux me faire fumer? Pourquoi tu veux fumer? Il va pas. Oh non, un très gros. Waouh! Comme de la pluie. C'est très difficile de décrire ce que j'ai ressenti en voyant ces premières images. Je pense que même si je le voulais, j'aurais du mal à imaginer quelque chose de plus nostalgique. Un feu d'artifice du Nouvel An, très flou, moi, enfant complètement émerveillé. En fait, ce qui m'a le plus touché, c'est cette manière de filmer, très amateur et maladroite, qui arrive par un heureux hasard à créer une œuvre artistique si naïve, authentique et extrêmement nostalgique. En voyant ce moment de pur bonheur venant d'une époque oubliée, qui aurait pu disparaître dans les limbes du temps,
J'ai vraiment eu l'impression d'avoir découvert un vestige archéologique. Cette cassette, c'était comme un artefact antique aux propriétés psychotropes qui peut te transporter dans une autre époque instantanément. Mais ce que j'ignorais à ce moment-là, c'est que c'était que l'entrée du tunnel. Sans le savoir, je venais de me lancer dans une exploration qui allait m'engloutir tout entier et emporter toutes mes émotions pour un voyage dans le passé. En explorant les différentes cassettes, il n'y avait pas uniquement que des feux d'artifice filmés dans un flou artistique, mais beaucoup d'autres choses inattendues et oubliées. En fait, c'était même un grand plongeon dans un océan de nostalgie que d'explorer ces presque 7 heures de vidéos. Et non sans une certaine mélancolie, je me suis laissé emporter par les flots du temps. J'ai visité beaucoup de moments passés. Je me suis retrouvé à 8 ans, sur une plage ensoleillée de la Réunion. Dans la mer, je luttais contre le courant, qui m'emportait sans effort vers d'autres souvenirs. Vers des chasses au trésor à Pâques, où chaque chocolat trouvé me remplissait si facilement d'un bonheur simple. Aussi simple que ces pique-niques en famille. Pas si amusants quand on est enfant, mais qui étonnamment deviennent si précieux avec le temps. Sur les routes du temps, je me rappelais cette sensation très précise quand on prenait la voiture et qu'on roulait très longtemps vers les vacances. Sur le trajet, je me perdais dans mes pensées en regardant par la fenêtre, espérant que ça dure un peu plus longtemps. Et puis le temps avance, lentement mais inexorablement. Les anniversaires s'enchaînent et à chaque fête, les rires innocents se transforment progressivement en regards songeurs, se demandant comment toutes ces années sont déjà passées. Dans ce voyage à travers les bandes VHS, j'ai revisité beaucoup de fêtes de mon enfance. À La Réunion, on a vraiment cette culture festive où on profite de chaque occasion pour se rassembler, boire, manger et danser. Et j'ai revu beaucoup de fêtes créoles, très arrosées, des moments tard le soir, propices à ce que les fantômes du passé ressurgissent. J'ai aussi replongé dans ces fêtes de Noël, où un oncle grossièrement déguisé en Père Noël nous faisait tellement rêver. Il y a vraiment quelque chose qui est proche du rêve quand on se replonge dans son passé comme ça. Tout est déformé, un peu flou, et pourtant ça s'enchaîne tellement naturellement. La seule différence avec ces capsules vidéo venant d'un autre temps, c'est qu'on filmait que les moments heureux. Il n'y a pas de cauchemar dans ces rêves qui ont traversé le temps. C'est ça qui intensifie encore plus le sentiment de nostalgie, ce filtre positif qui ne montre que les moments de bonheur, ces moments où tout paraît parfait, ces moments où mes parents s'aiment encore, se regardent amoureusement, où toute la famille est unie. Et puis c'est aussi un filtre pour soi-même. On se voit plus jeune, innocent, avant l'adolescence et l'anxiété, avant les responsabilités et la retenue. Alors ce voyage audiovisuel que je venais de faire à travers ces cassettes, c'était une expérience vraiment intense émotionnellement. J'ai eu l'impression de vivre un flashback où tout m'a frappé d'un coup, où je me suis aussi rendu compte de tout ce que j'avais oublié. Et même si on sait que cette perception du passé est biaisée, qu'elle se focalise sur certains moments qui donnent forcément une vision idéalisée de ce que les choses étaient, on ne peut pas s'empêcher de ressentir une certaine mélancolie, une douce tristesse confortable qui m'a vraiment scotché devant mon écran pendant presque 7 heures. Et cette tristesse, cette mélancolie, était assez gérable pendant tout mon visionnage. J'arrivais parfois à prendre du recul sur ce que j'étais en train de faire, sur ce que ça représentait vraiment. Mais à certains moments, j'ai juste pas pu lutter. J'ai pas pu lutter quand j'ai vu mes parents s'aimer encore, ou quand je me suis vu si simplement heureux. Salut maman. Ouais, mon cœur. Mais le pire, je pense, c'est quand j'ai revu ma grand-mère. Pour moi, ma grand-mère, c'est vraiment un symbole du passé. Comme je l'ai dit avant, c'était un peu la matriarche de la famille. Elle a fait 7 enfants qui habitaient tous dans la même rue. Et elle tenait vraiment toute la famille ensemble. Elle était toujours très gentille avec moi. Elle m'offrait souvent des viennoiseries ou un peu d'argent de poche. En fait, on habitait quasiment ensemble. Nos 2 maisons étaient vraiment collées l'une à l'autre. Je la voyais tous les jours et je passais beaucoup de temps avec elle. Mais malheureusement, c'est aussi avec elle que j'ai eu mon premier contact avec la mort. Un matin, alors que je regardais les dessins animés dans mon canapé, ma mère est arrivée vers moi avec un visage effaré
et elle m'a simplement dit « Mémé est morte ». Et après cet événement traumatique, j'ai souvent rêvé de ma grand-mère. Même des années après, elle était toujours là. Parfois, même dans des rêves qui n'avaient rien à voir avec ma grand-mère, elle était là, dans un coin, à m'observer. Et donc j'ai ressenti quelque chose de vraiment très étrange quand je l'ai vue apparaître sur les vidéos. Bizarrement, comme dans mes rêves, elle était toujours là, sans vraiment l'être. Et elle apparaissait tout le temps de dos, ou alors dans un coin de l'image, posée, sans jamais rien dire. Comme si elle était déjà un fantôme sur ces vidéos. C'était vraiment très perturbant, et ça me donnait encore plus l'impression de vivre un de mes rêves. Et puis après des longues heures dans cette spirale de nostalgie et de mélancolie, il s'est passé quelque chose. Pendant qu'on filmait un repas de famille, elle était là, ma grand-mère, et quelqu'un lui demande de faire un discours. Je sais pas pourquoi ça m'a étonné, mais quand elle a pris le micro et qu'elle s'est mise à parler, je m'y attendais vraiment pas. Et elle s'est mise à parler d'un de ses enfants qui est parti en France et qu'elle ne reverra plus jamais, avant de se mettre à pleurer. Mais dire qu'on t'a volé. Il nous compte pas, nous. Bonjour. Il a tapé ton levé là. C'est parti, il peut jouer. Il peut toujours. Ah, baiser. Ah, baiser. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai craqué. Quand j'ai entendu sa voix, j'ai pas pu contenir mes larmes. Entendre sa voix, ça m'a rappelé que je l'avais oubliée. Et je me sentais si mal de l'avoir oubliée. Et puis, sur cette même vidéo, vient ensuite un moment où moi, âgé d'à peine 9 ans, je prends la caméra et je vais filmer tous les membres de ma famille. Comme si à l'époque j'avais déjà cette peur du temps qui efface et que je voulais donner à chacun un moment qui restera un peu plus longtemps. Et alors que je passais sur chaque membre de ma famille, à un moment j'arrive à ma grand-mère, qui me regarde dans les yeux tendrement, à travers l'écran. Et c'est à ce moment-là qu'elle me dit : après ce très long voyage dans mon passé, je pense que vous savez maintenant que la nostalgie, c'est quelque chose qui marche beaucoup sur moi. Évidemment, je suis pas le seul, on est tous plus ou moins sensibles à la nostalgie. C'est quelque chose de presque naturel. Mais je me demandais pourquoi. Pourquoi on est si sensible à la nostalgie ? On pense souvent aux aspects négatifs de la nostalgie, comme la mélancolie, le temps qui s'accélère, la dépression ou le fait de rester bloqué dans le passé. Mais il peut aussi y avoir des formes de nostalgie plutôt saines. C'est au final un sentiment qui peut apporter beaucoup de bénéfices. Il y a par exemple des études qui ont montré que ça a aidé notamment à la construction de notre personnalité, à avoir un sentiment de continuité dans notre vie. La nostalgie, c'est évidemment très lié à la mémoire, mais aussi à la notion d'identité. Parce qu'elle nous rappelle d'où on vient et qui on est. C'est très important pour tout le monde de se construire un récit intérieur cohérent, parce que quand les années s'accumulent, qu'on change beaucoup, on n'est plus du tout la même personne. Donc il faut bien avoir quelque chose à quoi se raccrocher. Parce que c'est forcément difficile de trouver du sens dans tous ces chamboulements constants, et c'est là, dans ce désordre, que la nostalgie peut être un bon moyen de se rappeler qui on est. Quand j'ai regardé ces vidéos de souvenirs oubliés, j'ai naturellement essayé de faire des liens, de créer une cohérence, une continuité avec ma vie actuelle. Quand je dis à mon père, Tu peux me faire fumer. ou quand je prends la caméra et que je filme toute ma famille, je peux pas m'empêcher de créer une histoire, en me disant qu'en fait, depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire du cinéma et créer des images. Se créer un récit intérieur cohérent, c'est satisfaisant et ça donne l'impression que tout a du sens, même si c'est en omettant tous les moments de doute, de remise en question sur ce que je voulais faire de ma vie. Au final, ça m'aide quand même à croire en qui je suis, à croire qu'au final, j'ai toujours été un enfant innocent qui veut juste faire des trucs avec une caméra. Le cinéma. Chou-chou, agadou. La nostalgie, ça aide aussi à renforcer la mémoire, en revisitant souvent des souvenirs heureux. Et en fait, plus que de nous bloquer dans le passé, la mélancolie, quand elle est transitoire évidemment, elle peut être un moteur qui nous pousse à agir pour, d'une certaine manière, retrouver certains états passés.
Quand on regarde en arrière, on a naturellement l'impression que tout va trop vite. Je me rappelle de cette phrase que ma tante m'a dit quand je partais pour la France faire mes études. Elle me disait « Là, tu as 18 ans, mais tu verras, à partir de maintenant, la vie va s'accélérer de plus en plus. Demain, tu auras 28, et après-demain 50 déjà. Il faut en profiter. » À l'époque, je pensais qu'elle exagérait, mais en fait, c'est vraiment le cas. Surtout à partir du moment où je suis parti en métropole faire mes études, tout s'est accéléré à une vitesse folle. Et c'est quelque chose qu'on a ou qu'on va tous expérimenter dans notre vie, c'est même étudié scientifiquement. Mais dans un monde hyper connecté, où en plus de notre propre perception, la technologie, nos références culturelles, tout ça aussi va de plus en plus vite, ça devient encore plus difficile de se créer une continuité. Et je pense que c'est pour ça que ces dernières années, on a vu apparaître beaucoup de mouvances artistiques essentiellement centrées sur la nostalgie. Quand on cherche à représenter un sentiment aussi complexe que la nostalgie, il faut forcément établir des codes esthétiques. Que ce soit à travers des procédés visuels ou sonores, il faut créer une sorte de métaphore artistique qui parle à tout le monde pour espérer invoquer les sensations propres à la nostalgie. Pour ça, on va souvent reprendre des codes qui sont déjà établis depuis des années dans différents arts, puis les détourner pour créer une nouvelle esthétique. Pour le cas de la nostalgie, on retrouve souvent des procédés visuels et sonores qu'on utilise dans la représentation des rêves, des souvenirs ou des flashbacks par exemple. Visuellement, ça peut prendre la forme d'altération de l'image, que ce soit en la floutant légèrement, en l'habillant d'un voile blanc. Mais il y a aussi souvent un travail sur les couleurs qui est fait. Elles peuvent être totalement saturées pour représenter un passé idéal, où tout est intense et vivant, ou au contraire l'image peut se voir ternie, comme pour représenter l'oubli qui envahit progressivement nos souvenirs. Pour montrer qu'un événement est passé et figé dans le temps, on peut aussi souvent utiliser un vignettage qui entoure l'image, ou bien faire un ralenti pour donner un aspect plus vaporeux et onirique à l'action. Dans le cinéma, on a beaucoup de films qui utilisent ces procédés esthétiques. De manière visuelle, je pense notamment aux films de Andrei Tarkovsky, comme Le Miroir, qui a ce grain si particulier et ses couleurs rosées, ou même le film L'Enfance d'Ivan, qui, malgré son noir et blanc, arrive à nous transporter dans le passé avec ses visions surréalistes, mêlant rêves et souvenirs. Je pense aussi à des films plus récents comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou Aftersun, qui reprennent pas vraiment les codes esthétiques des visions nostalgiques, mais arrivent à convoquer ces sensations avec beaucoup de finesse et de réalisme, que ce soit à travers leurs propos, leurs réflexions, ou sur notre rapport au passé, à travers leurs montages qui ont des séquences si marquantes. Il y a aussi un autre aspect fondamental dans la représentation de la nostalgie, c'est le son. Comme je le disais, c'est la voix de ma grand-mère qui m'a le plus affecté en regardant les cassettes. Et pour signifier la nostalgie, le travail du son est très important. On passe souvent par des altérations, que ce soit la distorsion ou une voix qui paraît lointaine et étouffée. On peut mettre un écho ou des sons passés à l'envers pour aussi nous renvoyer dans le passé. Concernant les musiques qui évoquent la nostalgie, c'est généralement des musiques assez douces et lentes, avec des tonalités mineures qui sont plus souvent perçues comme tristes ou mélancoliques. Tous ces procédés, qu'ils soient visuels ou sonores, ils participent à créer une esthétique qui rappelle la nostalgie. Et comme je le disais avant, depuis quelques années, il y a une mouvance artistique centrée sur la nostalgie qui est apparue et qui s'est illustrée en prenant tous les procédés qu'on a décrits et en poussant les curseurs à fond. C'est le nostalgiacore. Le nostalgiacore, c'est ce qu'on pourrait appeler une trend, une tendance ou une mode qui a beaucoup gagné en popularité ces dernières années, particulièrement grâce à des réseaux comme TikTok ou Instagram. On y représente souvent des éléments esthétiques qui évoquent les années 90 ou 2000, et l'accent est parfois mis sur des objets, sur des lieux ou des situations emblématiques de ces époques. On y retrouve des séances de jeux vidéo entre amis, comme à l'époque des LAN, des fêtes d'anniversaire heureuses, ou bien des espaces de jeux pour enfants quand ils étaient encore synonymes de liberté. Il y a souvent des éléments visuels récurrents, comme des vieux PC qui tournent sur Windows XP, ou des jouets d'époque maintenant introuvables, des vieilles publicités ou émissions de télévision. Visuellement, le nostalgiacore se distingue souvent par des images pixelisées, floues, parfois avec ce filtre blanc. Les couleurs sont vives et pastel, accentuées par une aberration chromatique propre au VHS de l'époque. Tous ces choix esthétiques essayent de se rapprocher d'une vision fantasmée qu'on se fait de ces époques-là. Parfois, le nostalgiacore se mélange même avec d'autres mouvements artistiques, comme le dreamcore,
Le Dreamcore, c'est une trend qui est assez proche, à ceci près qu'elle concerne plutôt les rêves et l'imaginaire. Mais bizarrement, on retrouve beaucoup d'éléments esthétiques en commun, cette fois-ci avec une dimension un peu plus symbolique, abstraite et surréaliste. Étrangement, quand on regarde ces scènes venant d'un autre monde, on ressent quelque chose d'assez proche de la nostalgie qu'on a en pensant à notre passé. Et je peux pas parler de nostalgia-core sans évoquer les liminal space. Ce qu'on appelle espaces liminaux, c'est souvent des représentations de lieux de transition, souvent vides, comme des couloirs d'hôtels, des aires de repos désertés, qui prennent étonnamment une aura étrange quand ils sont dépeuplés, et ça peut facilement nous renvoyer vers l'idée qu'on se fait d'un passé révolu et désormais inhabité. Ces espaces liminaux, ils me donnent souvent une sensation de nostalgie, et plus précisément même une sensation d'anémoïa. Contrairement à la nostalgie classique, qui est une affection pour des souvenirs personnels, l'anémoïa, ça désigne la nostalgie d'une époque qu'on n'a jamais vécue. Ça peut concerner des visions d'une époque réelle ou totalement fantasmée. Le nostalgia-core et les liminal space sont aussi très liés à la musique. Quand on cherche nostalgia-core sur YouTube, on tombe principalement sur des playlists de musique. C'est souvent de la musique ambiante et un peu atmosphérique, un peu comme celle que j'utilise dans mes vidéos. Et j'aime beaucoup explorer ces playlists aux noms énigmatiques, mais étrangement assez évocateurs de ce qu'elles cachent. La musique a vraiment un rôle très important dans la nostalgie. Dans nos souvenirs, certaines musiques sont souvent liées à une période de notre vie, à certains moments précis. Et c'est toujours assez déconcertant de sentir à quel point seulement quelques notes peuvent immédiatement nous transporter dans le passé. Puis on a aussi des musiques, comme celles présentes dans les playlists du nostalgia-core ou dans mes vidéos, qui sont pas forcément anciennes ou liées à notre passé, mais qui réussissent tout de même à déclencher cette fameuse anémoïa, cette nostalgie de quelque chose que l'on n'a pas vécu. Et en parlant de la musique comme vecteur de nostalgie, je dois absolument vous parler d'un album qui m'a marqué. C'est Everywhere at the End of Time de The Caretaker. Cet album, qui utilise beaucoup de samples de musique des années 30, a vraiment réussi à me donner une forte sensation d'anémoïa. Sur mon ordinateur, je fais énormément de playlists depuis des années, et je me rappelle avoir enregistré la première partie de cet album dans ma playlist pour écrire. Je l'avais découvert au gré des suggestions YouTube, et je l'écoutais innocemment depuis longtemps, jusqu'au jour où j'ai découvert le vrai sens de cet album. En fait, plus qu'un album, Everywhere at the End of Time, c'est une sorte de métaphore sonore sur les thèmes de la perte de mémoire et d'identité. Il est divisé en 6 parties, 6 phases, qui représentent chacune une étape de la progression d'une maladie dégénérative, comme Alzheimer par exemple. Et les premières phases, celles que j'écoutais, elles commencent par des morceaux mélodiques et reconnaissables, en utilisant des vieux samples de jazz et de musique qui nous paraissent familières, mais très légèrement déformés, avec un léger crépitement, pour créer une atmosphère nostalgique. Et à mesure que l'album progresse, les morceaux deviennent de plus en plus déstructurés et chaotiques, pour symboliser la dégénérescence de l'esprit et la fragmentation de la mémoire. Les sons familiers se transforment de plus en plus en bruits abstraits et dissonants, reflétant la confusion et la perte de repères d'un esprit malade. Et les mélodies se désintègrent, les harmonies se disloquent, et des bruits oppressants et répétitifs commencent à apparaître pour évoquer l'angoisse de quelqu'un qui perd lentement son identité. Je tiens juste à faire un petit disclaimer si certains d'entre vous veulent essayer l'expérience. J'ai déjà vu pas mal de vidéos de gens qui ont essayé d'écouter les 6 heures de l'album d'un coup, et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est très perturbant. Donc si vous n'êtes pas dans un état mental stable, l'écoute des dernières phases de l'album peut vraiment être déprimant et vous affecter. Donc ayez ça en tête si vous l'écoutez. Après tout ce temps à vous parler de ma nostalgie, c'est le moment d'évoquer quelque chose qui m'accompagne depuis que je suis tout petit. Je pense pas que je puisse me rappeler de la première fois que j'ai joué à un jeu vidéo, tant c'était tôt dans ma vie. J'ai un grand frère qui a 3 ans de plus que moi, et qui jouait beaucoup lui aussi. Donc forcément, dès que j'ai pu prendre en main une manette, je l'ai fait. Mes premières consoles, c'était la Game Boy et la PS1.
Et aujourd'hui, je joue assez rarement à ces consoles. Je suis pas vraiment un rétro gamer. Et pourtant, quand j'entends ça, j'ai tout de suite des frissons de nostalgie. Quand j'étais enfant, j'avais parfois un peu du mal à sociabiliser. À l'école, ça allait, mais quand les vacances arrivaient, il n'y avait pas grand-chose à faire dans la campagne réunionnaise. Donc les jeux vidéo, c'était un peu mon seul loisir facilement accessible, et aussi mon principal refuge. À chaque Noël ou anniversaire, chaque brocante ou passage dans un magasin, tout ce que j'espérais, c'était avoir un nouveau jeu. Je me rappelle avoir des piles de jeux PS1 entassés dans ma chambre, à plus pouvoir m'y retrouver. Et dans mon enfance, certains jeux m'ont particulièrement marqué. Je pense par exemple au premier Tomb Raider, qui était à la fois synonyme d'aventure, mais aussi le terrain de mes premières angoisses. Je jouais aussi beaucoup à des jeux bon enfant comme Spyro ou Rayman, et j'ai passé tellement de temps à faire des combats avec mon frère sur Tekken. Et il suffit de seulement quelques images pour me rappeler tous ces week-ends passés derrière ma vieille télé cathodique, émerveillé devant ces bouillies de pixels qui aujourd'hui paraissent si horribles. Et un peu plus tard, j'ai eu la PS2, où certains jeux sont encore aujourd'hui des symboles de nostalgie vidéoludique, notamment Shadow of the Colossus avec son monde antique, vide et dépeuplé, qui avait déjà avant l'heure un certain côté liminal. J'ai aussi beaucoup joué, comme tous les ados, à San Andreas, avec son ambiance, ses musiques et son brouillard à quelques mètres, qui donnait vraiment une sensation si étrange et particulière. Et évidemment que les jeux vidéo n'ont pas été épargnés non plus par les tendances nostalgiques de ces dernières années. Depuis les années 2010, on voit le retour de la 2D et du pixel art. Mais depuis quelques mois, une autre tendance commence à émerger. C'est le retour de la 3D du début des années 2000, avec ses polygones anguleux, plutôt moches, il faut se l'avouer. Par exemple, aujourd'hui, on a des jeux comme Signalis ou That Witch Gave Chase, qui ont une esthétique très PS1. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur ces jeux et cette tendance, je vous conseille très chaudement la vidéo de Game Next Door sur le sujet. Je sais pas si cette mode va perdurer autant que celle de la 2D, mais esthétiquement c'est très intéressant. Ça nous renvoie vraiment dans le passé en rapportant des éléments esthétiques actuels, ce qui donne des résultats qui touchent si facilement à notre nostalgie. Mais il y a aussi beaucoup de jeux d'aujourd'hui qui me rendent nostalgique, voire mélancolique, pour des mondes que je n'ai pas connus, en me donnant cette sensation si particulière d'anémoïa. Et j'aimerais vous parler plus précisément de 2 jeux qui m'ont touché récemment. Le premier, c'est Tunic, un petit jeu d'aventure en 2D qui a vraiment une esthétique unique. Les graphismes en pixel art sont plutôt beaux, mais c'est surtout la musique du jeu qui est terriblement envoûtante, qui m'a beaucoup marqué, et qui est certainement pour beaucoup dans l'étrange sensation de nostalgie que le jeu me provoque. Dans le jeu, on incarne un petit renard qui explore un monde mystérieux, et ce qui m'a particulièrement plu, c'est la profondeur du jeu. Sous ces airs de petits jeux pour enfants, il y a des énigmes vraiment difficiles à résoudre, des secrets à découvrir à chaque recoin, et des combats qui demandent pas mal de stratégie. Mais là où le jeu frappe fort, c'est dans son utilisation d'une langue inconnue. Même le tutoriel et les indications sont incompréhensibles au départ. On a vraiment l'impression d'être un archéologue qui doit déchiffrer une langue perdue. Et il y a vraiment un côté méta où on doit déchiffrer tout le livret du jeu, intégralement écrit dans cette langue mystérieuse, pour espérer comprendre nos objectifs et comment les atteindre. Et ça donne vraiment l'impression d'avoir découvert un vieux jeu venant d'un monde parallèle, mais qui étrangement résonne avec les sensations de notre enfance. Je voulais aussi vous parler rapidement de Outer Wilds, qui, si vous le connaissez, vous a probablement marqué vous aussi. Je veux pas en dire trop sur le scénario pour ceux qui l'ont pas fait, mais c'est vraiment un jeu qu'il faut pas se faire spoiler. Quand on lance une partie, on se réveille sur une planète d'un système solaire miniature, et 22 minutes après notre réveil, on meurt. Le soleil gonfle et se transforme en une supernova qui engloutit toutes les planètes du système.
Puis on se réveille de nouveau, au même endroit, 22 minutes dans le passé. Tout est exactement pareil, sauf qu'on se souvient de ce qui s'est passé avant. Et on a donc 22 minutes de plus pour comprendre cet univers, comment il marche et comment on en est arrivé là. Comme un archéologue de l'espace, on apprend un peu plus sur les habitants et le passé de chaque monde. À la fin de chaque cycle, quand cette musique se lance, on sait que c'est bientôt la fin. C'est pas la fin du jeu, mais c'est la fin du monde. Et ça donne vraiment une sensation très particulière. Personnellement, ça me rappelle tous ces moments de ma vie où je sentais qu'un chapitre se tournait. Quand à l'école je passais d'une classe à une autre, ou quand j'ai dû déménager dans une autre ville loin de mes amis. Un déménagement, c'était pas la fin de ma vie, mais c'était toujours la fin d'un monde. Et si vous faites Outer Wilds, à la fin du jeu, en écoutant ces douces musiques, vous repenserez aussi avec mélancolie à tous ces mondes que vous avez explorés. Comme à chaque épisode de cette série de vidéos, j'aimerais vous représenter une sensation que l'art me provoque en faisant une sorte de collage audiovisuel. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer ce qui se passe en moi quand je ressens de la nostalgie. C'est quelque chose qui se passe clairement dans ma poitrine. Je ressens des émotions contradictoires entre le réel bonheur de ce qui s'est passé et l'amertume que ça soit terminé. Et cette ambivalence émotionnelle, ça crée quelque chose de très fort en moi. Et ça me fait ressentir ça. J'ai toujours eu un rapport particulier avec les différentes versions de moi-même. J'ai souvent eu l'impression d'être coincé entre le passé et le futur, dans un moment présent infime, comme écrasé par le poids des souvenirs et celui des angoisses de ce qui peut arriver. Et pour contrer ces angoisses, j'ai réussi à faire quelque chose d'assez fou. Vous allez peut-être pas me croire, mais j'ai vraiment trouvé un moyen de communiquer avec les différentes versions de moi à travers le temps. Je vous rassure, il n'y a rien d'occulte ou d'ésotérique. Enfin, pas vraiment. Pour revoir mes moi du passé, vous connaissez déjà la méthode que j'utilise. Je me perds dans la douce nostalgie à travers mes souvenirs et les archives qui ont survécu. Pour voir mes moi du futur, là j'ai que l'imagination, l'ambition ou l'espoir. Mais vous voulez savoir comment je fais pour leur parler ? Pour ça, il faut juste laisser une trace, et même aussi insignifiante qu'elle puisse paraître. Par exemple, j'ai depuis plus de 10 ans maintenant une relation épistolaire avec mes moi du passé et du futur. Pour ça, j'utilise le site future.me. C'est un site qui permet d'écrire un mail qui vous sera envoyé à une date très précise. Par exemple, vous pouvez vous écrire une lettre et vous l'envoyer à votre vous du 21 janvier 2034. Et c'est comme ça que récemment, j'ai reçu des lettres de mon moi de 15 ans qui se demandaient ce que j'étais devenu à 25 ans. Et quand je reçois ces courriers du passé, je leur réponds dans une lettre qu'il leur faudra attendre plusieurs années et devenir moi pour la lire. Et d'une certaine manière, cette vidéo, c'est aussi une capsule temporelle pour mes futurs moi. Quand je la réécouterai dans 15 ans, je serai totalement différent, mais je pense que je serai heureux et nostalgique d'écouter celui que j'étais, en pensant à tout le chemin que j'ai parcouru depuis. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans ces belles relations que j'ai avec moi-même à travers le temps. Et avec cette vidéo, je veux aussi vous inviter, vous, à transcender le temps, à communiquer avec vos versions passées et futures, et à apprécier la beauté de tout le chemin que vous avez parcouru. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour de nouvelles sensations.